Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Les propriétaires de chevaux sont-ils inquiets face au cas de mutilation en France? Réponse dans ce journal. Les lycéens sarregueminois s'expriment aussi sur les tenues correctes à l'école. Et puis on passera sur deux roues en fin d'émission avec un vrai passionné de vélo. Voici les titres du journal. 9 professionnels sont installés dans la maison de santé pluridisciplinaire qui vient d'ouvrir à Houndelin. Plus d'1 an de travaux a été nécessaire pour réaliser cette nouvelle structure médicale qui offre une belle opportunité aux praticiens et à la population locale. Les propriétaires de chevaux sont inquiets face à la vague de mutilation qui sévit dans toute la France depuis plusieurs mois. Des mesures de sécurité sont mises en place un peu partout et la gendarmerie veille. Un numéro vert a été mis en place pour toutes les questions, le 0800 73 89 08. Le musée des techniques faïencières de Sarreguemines propose actuellement à ses visiteurs de découvrir l'exposition Chemin. Elle a été créée par 2 artistes, Anne Buyot et Olivia Lefebvre, qui sont toutes les 2 céramistes. Un catalogue qui retrace cette présentation a aussi été réalisé. Chemin est visible jusqu'au 16 mai. René Torneau est membre du cyclo-club de Sarreguemines. Le vélo pour lui, c'est la passion de sa vie. Il a commencé à 6 ans avec son père et aujourd'hui il crée des parcours pour son club et continue de parcourir les routes de France. Il fait environ 10 000 km par an. Philippe de Goth est un artiste peintre reconnu qui a peint récemment un mur à Frauenberg. Il répond également aux demandes de particuliers qui souhaitent des peintures sur les murs de leur maison. C'est le cas à Aaron où il vient de finir une réalisation de 10 mètres carrés qui lui a demandé 2 semaines de travail. Mercredi, retrouvez votre nouvelle émission hebdomadaire Polygone. Le thème de cette semaine, sport, loisirs ou nécessité. Le vélo gagne du terrain en 2020. On parlera de la place du vélo sur notre secteur en termes d'infrastructure, de sécurité ou encore d'environnement. Posez vos questions sur notre page Facebook ou par mail à contact@mosaïque-cristal.tv. Nos invités y répondront en direct à 19h. C'est la saison des pommes, l'occasion d'en faire du jus. Et pour cela, plusieurs associations d'arboriculteurs proposent de le presser à votre place, comme à Valsbronn. Morane, il y a combien de litres jusqu'à présent ? Salut Rani, bonjour à tous. Alors en fait, on ne compte pas en litres, mais plutôt en kilos. Et depuis ce matin, ce ne sont pas moins de 1900 kilos de pommes qui ont été pressées. Alors autant te dire que le jus coulera à flot. C'est une très bonne saison pour les pommes et une très bonne saison pour le jus. La Société des arboriculteurs de Valsbronn a même dû démarrer sa campagne de presse une semaine plus tôt parce que les pommes étaient déjà en train de tomber. Une aubaine donc pour l'association qui démarre sur les chapeaux de roue. Vous découvrirez tout ça en images dans notre reportage et juste après, le président de l'association répondra à nos questions. En attendant, Uranie, je te laisse. Moi, je pars à la cueillette. Eh bien, bonne cueillette, on a hâte de goûter tout ça. De son côté, la commune de Houndelin avait hâte de voir aboutir le projet de la maison de santé. 10 ans de discussion, plus d'1 an de travaux avant qu'elle sorte de terre. Une structure qui permet à la commune de garder ses 2 médecins généralistes sur place, mais aussi d'accueillir d'autres professionnels. Quand on sait que 3,8 millions de Français vivent dans des déserts médicaux, c'est une belle opportunité. Ça sent encore la peinture. Mais tout le monde s'est déjà installé dans les 461 mètres carrés de locaux. Sur place, 9 professionnels travaillent. 2 infirmières, un kinésithérapeute, une diététicienne, une psychologue, une ostéopathe et 3 médecins généralistes. Pour les praticiens, la structure est un atout à plusieurs niveaux. La motivation au départ, c'était l'accessibilité pour les personnes handicapées. Où on avait chacun un cabinet où il y avait d'énormes difficultés d'accessibilité avec des escaliers, des couloirs qui n'étaient pas assez larges. C'est l'accessibilité et puis regrouper les professionnels de santé pour essayer d'être plus disponibles pour la population, surtout au niveau des médecins. Parmi les nouveaux arrivants, le docteur Henri Assion, qui jusqu'à présent n'était dans aucun cabinet fixe.
Oui, ça fait à peu près 4 ans que je remplace dans plusieurs cabinets de Moselle-Est en fait. En tant que praticien, ça vous offre aussi une stabilité? Une stabilité personnelle, c'est certain, une stabilité professionnelle aussi, puisque je vais pouvoir suivre enfin mes patients de façon chronique. Oui. Cette maison de santé se veut pluridisciplinaire. D'où l'importance de travailler au sein d'une équipe, ne serait-ce que pour échanger sur leur métier, mais aussi transmettre leur savoir, car la structure permet d'accueillir des internes. On forme des jeunes médecins généralistes et on a donc pour l'instant une interne de 7e année et une interne de 9e année. Donc, et une de nos anciennes internes donc, va être le jeune médecin qui va me succéder quand je prendrai ma retraite. Donc en fait on assure l'avenir aussi en même temps. Hein. Jessica est en 7e année de médecine. Si la structure a assez de médecins pour le moment, elle envisage tout de même de soigner dans l'arrondissement. C'est un projet que j'ai depuis le départ, de rester dans cette région, donc peut-être pas dans cette maison de santé comme dit, mais dans le coin, sans doute, en fonction des opportunités qui s'offriront à moi. Un souhait qui redonne confiance en l'avenir, car 49% des médecins généralistes de l'arrondissement ont 60 ans et plus. Alors avec les départs à la retraite et l'absence totale de praticiens dans certaines communes, comme à Ypres ou Ernest-Villers, des opportunités, il y en aura. En France, de nombreux cas de mutilation sur équidés ont été recensés. En Moselle, un cas pour le moment en février à Château-Salins. Qui agit ainsi? Pour quelles raisons? Difficile de répondre pour le moment. Sur l'arrondissement, certains ne cèdent pas à la panique, mais d'autres sont très inquiets. Reportage de Yannick Sur. Il vaut mieux privilégier la prudence. Martin Barré est propriétaire de 5 chevaux. Comme tous les jours, il leur rend visite et depuis quelque temps, c'est une surveillance qu'il effectue avec une attention plus rigoureuse. Le matin, je vais très tôt au travail, donc je m'arrête ici et puis je contrôle un peu. Ils connaissent la voiture, dès que je m'arrête, ils viennent. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a la piste cyclable ici et que la lumière est allumée le matin déjà très tôt et le soir, donc c'est un peu sécurisant, quoi. L'emplacement a effectivement la chance d'être situé sur un lieu de passage et à la vue de tous. Voisins, promeneurs et cyclistes ont pour habitude de venir observer les animaux. Un contexte certes rassurant, mais Martin conserve cependant quelques appréhensions. Bien, inquiet, oui et non. C'est quand même, quand on voit la carte de la France, ces gens-là qui sont, à mon avis, des vicieux, ils passent quand même un peu partout. Donc pourquoi pas ici? Donc on s'inquiète quand même un peu. Pourquoi pas ici? C'est l'interrogation qui revient sans cesse, puisqu'un cas a été recensé en Moselle au mois de février. Dans ce centre équestre du secteur, on aborde également la situation avec prudence. Alors moi je suis très inquiète sur la situation pour mes chevaux, mes poneys, mes ânes. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais quand on entend tout ce qui se passe et que c'est pas trop loin de chez nous, on peut se poser des questions. Des mesures ont ainsi été prises afin de protéger au mieux les chevaux. Il a été décidé d'investir dans du matériel de sécurité et de modifier les habitudes de travail pour concorder avec les recommandations générales. J'ai mis en place de la vidéosurveillance, donc des caméras de chasse un petit peu partout sur le site. J'ai aussi téléphoné la gendarmerie. Ils ont été vraiment très sympas. Ils m'ont expliqué que de toute façon ils font déjà des rondes et que si jamais il y avait un souci, ils seraient prêts à venir pour rien s'il le faut. Par rapport à ce qui a changé dans ma vie, c'est tous les jours vérifier les cartes SD des caméras et vérifier si elles fonctionnent, les piles, les batteries, voilà. Des patrouilles et des prises de contact sont organisées par la gendarmerie. Un numéro vert a également été mis à disposition pour toute interrogation. Un sujet qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Une autre question revient dans les médias depuis la semaine dernière. Quelle tenue adopter pour aller à l'école? Avec les fortes chaleurs, certains élèves se sont rendus dans leur établissement avec des tenues plus légères et ont parfois été sanctionnés pour leurs vêtements jugés inappropriés. Alors qu'en pensent les lycéens à Sarreguemines? Réaction. Qu'est-ce qu'une tenue correcte pour aller à l'école? La question fait débat depuis plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux, des ados ont raconté leur expérience, des remarques, voire des renvois en raison de leur tenue vestimentaire. Je suis avec Luna et Inès
Qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique ? Quelle est la tenue correcte pour aller à l'école ? Pour moi, toutes les tenues sont correctes, à part des jupes par exemple trop courtes où on peut voir le slip, ça peut-être pas, mais pour moi toutes les tenues sont correctes. Et pour toi ? Pour moi aussi, je pense qu'on peut s'habiller comme on veut. Du moment que ça nous plaît, je vois pas pourquoi on pourrait pas porter ce qu'on veut. Est-ce que les établissements sont trop stricts selon vous ? Ça dépend lesquels. Il y avait dans mon ancien collège, les jeans à trous n'étaient pas vraiment acceptés alors qu'on voit que nos jambes, c'est comme si on était en short quoi. Et selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre les règles pour les filles et les garçons ? Pour moi, je pense que les filles, ils vont plus porter des trucs en mode des hauts cours, des jupes, tout ça, alors que les garçons, il n'y a pas ça chez eux, donc forcément, on va plus faire des réflexions aux filles qu'aux garçons. D'ailleurs, maintenant, je suis avec Hassan. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette polémique autour des tenues exigées pour les filles ? Alors moi, ce que je pense, c'est que on devrait être libre de porter ce qu'on veut, parce que je sais pas, c'est bizarre en fait d'interdire quelque chose. Si elle veut porter quelque chose, c'est son choix quoi. Moi, je suis pas trop dans ces délires. Donc si elle porte mini-jupe, une longue robe, moi ça me change rien du tout. Je fais ma vie, elle fait sa vie. Mais après, il y a des trucs, c'est que parfois quand les filles elles mettent des mini-jupes, il y a beaucoup de commentaires et tout, et ça c'est dérangeant vraiment. Moi ça me fait bizarre. Je vois une fille marcher, des garçons qui font des commentaires et tout. C'est quand même bizarre. Donc moi, j'aurais pas conseillé, mais tout le monde devrait être libre de porter ce qu'elles veulent. Le contrôle des tenues vestimentaires relève du règlement intérieur propre à chaque établissement. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a lui appelé les élèves à s'habiller normalement. Reste encore à définir ce qu'est une tenue normale. Dans les écoles maternelles et primaires, les consignes sanitaires s'assouplissent. Jusqu'à présent, si un enfant était testé positif à la Covid-19, ses camarades et son enseignant étaient considérés comme cas contact, ce qui entraînait une fermeture de la classe. Pour le Haut Conseil de la santé publique, les enfants sont peu à risque de formes graves et peu actifs dans la transmission du virus. Désormais, l'enfant testé positif sera le seul à être isolé pendant 7 jours. Une classe pourra être fermée lorsque 3 élèves de fratries différentes seront confirmés positif. Et ce n'est pas le cas en Allemagne. Le lycée franco-allemand vient de fermer ses portes pour au moins 2 jours en raison d'un cas positif avéré. Les lycéens et collégiens sont concernés, pas les primaires. C'est le moment de ravir nos papilles. Véritable institution dans l'hôtellerie messine, le 4 étoiles La Citadelle a rouvert ses portes avec une nouvelle direction. Côté cuisine, Aurélien Persson, adjoint de l'ancien chef étoilé Christophe Dufossé, prend les rênes. Le magasin aux vivres devient La Réserve avec une gastronomie sans étoiles, mais qui se veut distinguée et accessible. Il a travaillé 13 années durant comme second de cuisine aux côtés du chef étoilé Christophe Dufossé. Aurélien Persson lui succède à la tête du nouveau restaurant de la Citadelle. Et sa carte fait la part belle aux légumes, aux produits locaux frais et de saison, additionnés d'une belle dose de créativité. Mon père avait une ferme, mes grands-parents étaient bouchers. C'est vraiment un retour pour moi à ce qui est important dans la vie, savoir d'où ça vient, comment ça a été fait. En fait, l'étoile, non, c'est pas, le but n'est pas de la garder, le but n'est pas d'aller en chercher une. Le but, c'est vraiment faire plaisir aux clients et d'avoir un restaurant plus accessible. À La Réserve, la clientèle peut ainsi ravir ses papilles pour moins de 40 € ou simplement venir se poser boire un verre en journée dans le bar qui sera prochainement créé. Le rez-de-chaussée de l'établissement sera entièrement transformé cet hiver. Ça va être un endroit très chaleureux, très agréable, beaucoup moins encombré. On veut mettre en avant la beauté du bâtiment. On veut faire rentrer le plus de lumière possible et on veut créer des endroits très confortables. Nous voulons une atmosphère très ouverte sur la ville de Metz, très abordable. Tout le monde peut venir. Remettre la Citadelle au cœur d'une attractivité touristique, c'est l'objectif de la nouvelle direction. Et les 68 chambres ont été rénovées à destination d'une clientèle variée. On est prêt à accueillir que ce soit les hommes d'affaires qui viennent la semaine pour leurs besoins de loger sur Metz, les familles avec le sofa qui s'ouvre, qui peut accueillir 2 enfants, les couples bien sûr, qui ont envie d'un petit plaisir gastronomique et de profiter de rester dormir, ce qu'on appelle un peu les staycations, donc les Mosellans qui voudraient découvrir Metz. Comptez en moyenne une centaine d'euros la chambre double, mais ces tarifs pourront varier en fonction de l'offre et de la demande. Des chambres qui sont aujourd'hui entièrement désinfectées après chaque client.
On s'intéresse au mouvement du ciel avec les prévisions météo et on se retrouve juste après pour la suite du journal. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, d'où je me trouve aujourd'hui, vous allez vous sentir tout petit. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'assez grand pour manger à cette table ? En tout cas, avec le retour de la pluie prévu pour demain, je sais où me mettre à l'abri. Et oui, les nuages refont surface demain. Le temps sera encore sec en matinée, mais des averses sont attendues en milieu de journée. Les températures baissent un peu, mais restent agréables avec 12 à 14 degrés au minimum et 22 à 24 degrés au maximum. Demain, nous fêterons les constants et le soleil va briller de derrière les nuages de 7h20 à 19h26. Bon, je vais essayer de me trouver une table un peu plus à ma taille et je vous retrouve demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, moi je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Les arboriculteurs ont du pain sur la planche car les pommes sont nombreuses. Mais pour devenir du jus, il y a tout un processus. On vous explique dans ce reportage. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo? Non, juste des pommes et une bonne huile de coude. La saison du jus de pomme a démarré plus tôt que prévu cette année et pour cause. Pas de gelée au printemps, je pense, et puis beaucoup de soleil. Voilà. Oui, c'est, on va pas dire excessif, mais c'est une bonne année. Pour faire du jus, les pommes sont d'abord broyées et passent ensuite à la presse. Le jus est récupéré dans des seaux puis mis en fût. Il faut attendre 24 heures pour laisser décanter le jus avant la pasteurisation et enfin la mise en bouteille. Le reste des pommes après pressage est souvent récupéré pour nourrir les animaux. Pour les propriétaires de vergers ou de pommiers, c'est l'occasion de ramener leur stock et de laisser faire les artistes. Mais c'est la première année qu'on fait du jus de pomme. C'est lui qui a décidé, mon fils, qui a décidé de faire du jus de pomme pour ses enfants ou mes petits-enfants. Une très bonne saison donc, qui promet sans doute un très bon cru. Des tas de pommes pour des litres et des litres de jus. Mais comment ça se passe en coulisses? Morane a quelques réponses à nous donner.
Alors en cherchant entre les sachets de pommes, je suis tombée sur le président de la Société des arboriculteurs de Valsbronn. Denis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole, donc c'est une association à but non lucratif. Comment on s'organise face à l'arrivée abondante des pommes cette année? Ils téléphonent tous pour moi, pour avoir un rendez-vous, pour avoir un créneau, pour que les gens ne restent pas trop longtemps sur place. Et puis ils me téléphonent, je donne un créneau et ça dure à peu près, pour faire presser 150 kg de pommes, il faut à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Et puis les gens, ils attendent maximum un quart d'heure, maximum, c'est le grand maximum. Ils ramènent leurs pommes dans des sacs, et après, s'il y a trop de monde, nous on les met à l'intérieur, on les met dans des seaux, et puis après on commence à les broyer et à les presser. Et combien de personnes sont nécessaires pour la presse? Sur la presse, on est à 3 à peu près en ce moment. Il y a un quatrième en ce moment, Poupin, il est parti une journée, mais on est à 3-4 personnes, 4 personnes maximum. Est-ce que vous faites payer la mise en bouteille? La bouteille, c'est juste la pasteurisation qu'il faut payer. Et le prix, c'est 60 cents pour un litre de jus de pomme pasteurisé en bouteille. Si la bouteille est livrée. Si la bouteille n'est pas livrée, il faut qu'on mette en surplus 50 cents pour la bouteille. Et depuis l'année dernière, vous avez acheté un nouvel appareil? On a un nouveau pasteurisateur depuis l'année dernière, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de grand-chose. On a fait peut-être l'année dernière 1000. Et cette année, on a déjà fait, pour le moment, 2500 litres presque de jus de pomme. Et puis, la nouvelle, c'est plus performant. Avant, on faisait environ 80 à 100 litres de jus de pomme pasteurisé en 1 heure. Tandis qu'en ce moment, on tourne à 280 à 300 litres à l'heure. Pour nous, c'est performant. Pour des autres syndicats comme Hambach, là, c'est pas performant parce qu'ils font 10-15 000 litres. Tandis que nous, si nous, on arrive à une saison avec 6-7 000 litres, c'est un record déjà pour nous. C'est un record. Alors du coup, n'hésitez pas à ramener vos pommes à la Société d'arboriculteurs de Valsbronn. Ils sauront quoi en faire. Et maintenant, direction le musée des techniques faïencières. Ce week-end, 2 artistes étaient sur place, ensemble pour guider les visiteurs au cœur de leur création. Thomas Drouin s'est glissé parmi le public. C'est l'histoire d'une céramiste, Anne Bulliot, qui préparait une exposition au musée des techniques faïencières. Mais elle n'a pas voulu avancer seule dans cette aventure. Elle a donc demandé à Olivia Lefebvre de l'accompagner. C'est donc ensemble qu'elles ont composé Chemin. C'est le nom de leur exposition commune. Aux œuvres d'Anne Bulliot posées au sol ou sur des piédestaux s'allient les carreaux de céramique d'Olivia Lefebvre. J'avais une vision de ce qui pouvait prendre force entre nous deux dans notre travail, mais après on essaye d'avoir quelque chose de ne pas surchargé pour les gens, où ils puissent prendre le temps des œuvres. On espère que ce qu'on a voulu faire peut résonner, pas forcément la totalité des gens comme je disais, mais certaines. Moi je sais quand je vais voir des expos et que je repars, pas comme avant parce que ça m'a touchée. Et si on peut provoquer ça chez les gens, ça peut être bien, mais on n'est jamais sûr. Présentes pour le vernissage vendredi, les 2 artistes ont aussi accompagné les visiteurs sur les chemins menant à leurs œuvres le jour suivant. Une médiation, une rencontre avec le public, voilà qui ne les a pas effrayés, au contraire. Lorsqu'on travaille l'argile, c'est un dialogue avec la matière, mais après, ça ne vous appartient plus, ça appartient à la sensibilité, à l'émotion, à la critique de celui qui va regarder. De cette exposition proposée à 2 est aussi né un catalogue trace papier qui immortalise cette présentation à 4 mains et à laquelle les 2 artistes ont aussi apporté beaucoup d'attention. L'idéal restant toutefois d'explorer ces chemins d'Anne Bulliot et Olivia Lefebvre au musée des techniques faïencières. L'exposition est visible jusqu'au 16 mai. On ne le présente plus, vous le connaissez pour ses multiples peintures murales que l'on trouve un peu partout sur les murs de Sarreguemines. Philippe de Goth, artiste peintre figuratif, vient d'achever une peinture sur la maison d'un particulier à Arren. Morane Grandcola était sur place. 10 mètres carrés et 2 semaines de travail. Philippe de Goth, artiste peintre figuratif, a été missionné par la famille Aubringer de Arren pour réaliser une gigantesque peinture sur le mur de leur maison. Ça trottait dans la tête depuis des années quand même. Et puis bon, on n'est pas allé plus loin. Et là, il m'a emmené regarder des images là qu'on a vues sur des maisons. Et j'ai regardé donc sur Internet. Et j'ai vu un
un article dans le journal de Philippe. Et voilà, c'est là qu'on s'est décidé. Pour Philippe de Goth, c'est un projet de plus qui vient agrandir son palmarès. Habitué à réaliser des peintures de grande envergure, cette fois-ci, c'est sur la maison de particuliers que son art vient se graver. Ça représente l'élevage de monsieur et madame Aubringer. Voilà. C'est des éleveurs de charolais ou de charolaises. Et voilà, ils avaient envie de voir une image de leur élevage sur le mur de leur maison. Voilà. Passionnés par les bovins, par l'élevage. Donc voilà, ils m'ont demandé si je pouvais leur réaliser ça. Alors évidemment, bien sûr, je rencontre tout type de personnages. Alors c'est la peinture, c'est ça aussi. Hein. Je suis un intermédiaire entre ce qu'eux ils veulent et puis le travail, quoi. Après 2 semaines de coups de pinceau, voici le résultat. Depuis ses 6 ans, René Torneau sillonne les routes à vélo. Une passion transmise par son père. Membre du cyclo-club de Sarreguemines, il organise régulièrement des sorties à vélo avec ses amis. À 62 ans, il roule encore 3 à 4 fois par semaine sur des distances allant de 80 à 120 km. Une vie entière dédiée au vélo que l'on découvre dans ce portrait. Regardez. Mon père faisait des compétitions. Dès que je pouvais pédaler, il m'a mis sur un tricycle et je tournais en rond à la maison, entre le salon et la salle à manger, et autour des tables, en tricycle. J'ai sillonné les routes du village. J'ai commencé à 6 ans déjà, j'étais sur les routes. C'était le seul moyen qu'on avait à l'époque pour découvrir la région, pour aller un peu plus loin que la maison. Et ça a permis de s'évader en vélo, quoi. À partir de 12 ans, déjà, j'allais direction d'Onon, d'Abo, toutes les routes par là. La compétition, j'ai démarré tout de suite à 14 ans en étant minime. Catégorie cadet, junior 1, junior 2 et après senior, voilà. Toujours au niveau régional, hein, c'était pas un haut niveau. Hein. Aujourd'hui, ouais, je roule encore beaucoup en vélo, oui, bien sûr. Avec le cyclo-club de Sarreguemines, entre copains, quoi. Je fais à peu près 10 000 km par an. Hein. Je suis dans le comité et je m'occupe de créer les parcours. Tous les dimanches, il y a des parcours officiels. C'est des parcours qui sont principalement dédiés à découvrir les belles routes tranquilles et les pistes cyclables sur la région. Le Tour de France, ça permet de découvrir toute la France. C'est souvent après que je décide des lieux où je vais aller en vacances. Dès mon plus jeune âge, j'ai gardé tous les magazines de cycle et régulièrement je les feuillette pour trouver encore comment c'était à l'époque par rapport à aujourd'hui. Le vélo, c'est quelque chose de formidable. Déjà, on est en contact avec la nature, donc quand les saisons elles changent, chaque fois c'est différent, pratiquement à chaque sortie la végétation est différente, la nature est plus belle et c'est un bienfait parce que quand je rentre je me sens tout soulagé et je me sens bien dans ma peau. Oui. Dès que pendant une semaine je ne fais pas de vélo, je ne suis pas bien mentalement et physiquement et ça me manque, c'est comme une drogue, il faut y aller et après c'est nouveau bon. Un jour on est parti par temps de canicule aller faire le Dabo, c'était une sortie de 160 km. Et au retour, j'ai coincé. Et quand on est arrivé sur Hörmingen, je me suis couché dans le fossé. Et j'ai mon ami qui était avec moi, qui a récupéré la voiture pour venir me récupérer. Et voilà, c'était la seule fois où je n'ai pas réussi à rentrer en vélo. C'est un reportage que vous pourrez retrouver parmi d'autres demain, mercredi, dès 19h, dans notre émission spéciale Polygone consacrée au vélo en tant que sport, loisir ou même nécessité. L'info continue sur votre chaîne locale et également sur les réseaux sociaux.